Bonjour à tous, bienvenue à ce point de presse. Le premier ministre est aujourd'hui accompagné du député de Masson, M. Mathieu Lemay. Bonjour tout le monde. Très content d'être dans la Nodière cet après-midi dans Mascouche avec le député de Masson, qui inclut donc Mascouche, une partie de Terrebonne, un député d'expérience, son deuxième mandat, qui connaît bien les enjeux de la région. Donc, ça a été très utile pour rencontrer les maires cet après-midi. Mais avant de vous parler des maires, je vais vous parler un petit peu de ma rencontre de ce matin à l'Assomption. J'étais donc au CHSLD L'Assomption pour, entre autres, rencontrer les étudiants. On le sait, il y a plus de 9000 personnes qui ont accepté de suivre un cours pendant 3 mois en plein été, du 15 juin au 15 septembre. Donc, à peu près le 2/3 du parcours qui est fait. Et j'ai rencontré une vingtaine d'étudiants très motivés, qui sont là pour les bonnes raisons, qui ont hâte de servir, qui ont vu ça aussi comme une belle opportunité. Il y en avait qui avaient toutes sortes de carrières dans toutes sortes de domaines, mais ils ont accepté pour toutes sortes de raisons. Bien souvent, ils avaient vécu des expériences avec leurs parents, grands-parents, voisins, et ça leur a donné le goût d'aider les personnes qui en ont besoin. Et puis, ils ont accepté mon invitation pendant la pandémie de venir suivre un cours de 3 mois puis de travailler comme préposé dans les CHSLD. On va avoir au total plus de 8000 étudiants qui vont avoir réussi le cours. Donc, on est toujours en ligne avec ce qu'on prévoyait. Et on va en ajouter un autre 2000 cet automne pour un total de 10 000 employés additionnels qui vont donc être ajoutés dans nos CHSLD, dans nos maisons des aînés, d'abord pour être prêts pour une éventuelle deuxième vague, puis pour offrir ce qu'on aurait dû faire depuis plusieurs années, là, des services de qualité, attentionnés, prendre du temps avec chaque résident dans les CHSLD et les maisons des aînés. Donc, je suis très content de voir des personnes très motivées qui avaient hâte de commencer à s'occuper, entre autres, de nos aînés. Cet après-midi, j'ai rencontré le maire de Terrebonne, Marc-André, puis le maire de Mascouche, Guillaume, qui sont ici avec mon collègue, donc le député de Masson. On a pu parler plusieurs dossiers qui sont en suspens, entre autres les routes, l'autoroute 19, la 25, la 337, l'hôpital Pierre-Legardeur. Vous savez, ici, on a cet hôpital qui est un des plus neufs au Québec, mais qui est malheureusement congestionné avec un surplus de population qui l'utilise de façon continuelle. Donc, vous savez qu'il y a un projet d'agrandissement. Donc, des projets de route, projet d'agrandissement de l'hôpital ici, projet de maison des aînés aussi. Il y a 3 projets dans la région de maison des aînés, dont une ici à Mascouche, 3 rénovations de CHSLD. C'est important que ces projets-là se fassent. Donc, on a parlé du fameux projet de loi 61, qui malheureusement n'a pas été accepté par les 3 partis d'opposition au mois de juin. Comme je l'ai déjà dit, on va revenir à la charge. C'est important que nos projets de routes, d'hôpitaux, maisons des aînés, que ça se réalise rapidement. C'est attendu par la population. Donc, on a pu parler de ces dossiers-là. Évidemment aussi, on est dans une région où il y a un potentiel de croissance exceptionnel. Ici, Terrebonne, Mascouche, beaucoup de terrains qui sont déjà dézonés, disponibles pour le développement économique. J'en ai déjà parlé, mais on vise à mettre en place une zone d'innovation à Terrebonne-Mascouche où on va pouvoir jumeler la formation, la recherche, des emplois bien payés pour les gens de la grande région de Montréal. Je pense que ça va être un des pôles qui va voir la croissance la plus rapide dans les 5-10 prochaines années. Donc, on a beaucoup parlé de développement économique. On est en train
d'arrimer une structure à 3 étages. Donc, j'ai parlé avec les gens ici, Mascouche et Terrebonne sont habitués de travailler dans le même CLD, le CLDEM des Moulins, qui travaillent bien déjà. On va ajouter des ressources dans le CLD. On va mieux arrimer ces activités avec Investissement Québec, mieux démarcher des nouveaux investissements pour créer des emplois bien payés. On a un défi au Québec de faire exploser les investissements des entreprises et d'augmenter la qualité des emplois, donc d'augmenter le salaire moyen. Donc, on parle de salaire de 25 de l'heure et plus. Donc, beaucoup parlé, puis on a, je ne dis pas ça parce qu'ils sont là, mais 2 maires très dynamiques, M. Plante, M. Tremblay, qui voient grand, puis je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Terrebonne et de Mascouche. Merci. On va maintenant débuter la période des questions. Il y a un micro juste là. Je vous demanderai de nommer le média que vous représentez, de même que votre nom. Bonjour, M. Legault. Oui. Audrey Ruel-Manceau, journaliste pour La Presse. J'ai une question sur le rapport d'enquête de la Commission des droits de la personne. Vous avez probablement pris connaissance ce matin de ce rapport-là. Quelle a été votre réaction d'abord? Puis Lionel Carman qui a dit qu'il allait s'assurer de mettre en œuvre toutes les recommandations. Est-ce que c'est votre intention, effectivement, en tant que gouvernement? Bien, effectivement. Puis je pense que déjà, depuis 1 an et demi, Lionel Carman a fait beaucoup. On a augmenté de façon très importante les budgets dans les DPJ des différentes régions. On a réussi à réduire de façon très importante les listes d'attente pour les jeunes qui attendent pour des services dans les DPJ. Il y a encore un enjeu à certains endroits où il y a des postes d'affichés, mais non comblés. Donc, il faut continuer d'y travailler. Bien sûr, dans les recommandations qui sont faites, il y en a une partie qui sont déjà mises en place. Il y en a une partie aussi qu'on attend d'avoir les résultats de la commission de Régine Laurent, mettre davantage l'enfant au centre des décisions, avant même les parents, que ce soit les parents biologiques ou d'adoption. Donc, évidemment, drame terrible qui a fait mal à tout le Québec, tous les Québécois à Green Bay. Et on veut s'assurer que plus jamais ça arrive. Et puis, oui, Lionel Carman puis moi, on s'engage à mettre en place les recommandations. Merci. On va y aller avec la prochaine question. Jean-Marc Gilbert du Journal de la Revue. Bonjour, M. Legault. Bonjour. Bienvenue à Mascouche. J'aimerais vous entendre. Vous avez parlé de projets d'infrastructure routière qui traînent depuis des années, la 19, la 25, la 337. Le projet de loi 61 avait pour but de les accélérer. Ça n'a pas fonctionné. Donc, est-ce que la solution, ça va être d'imposer le bâillon à l'automne? Bon, écoutez, j'ai entendu encore aujourd'hui 2 maires qui sont d'accord pour accélérer les travaux. On est tous des élus, que ce soit les maires, que ce soit les députés, que ce soit le gouvernement. On est tous des élus. Donc, actuellement, les délais d'autorisation, que ce soit en environnement, que ce soit du côté de l'aménagement du territoire, que ce soit dans toutes les autorisations qu'on a besoin quand il vient le temps d'exproprier des terrains, par exemple, pour élargir des routes, les délais sont beaucoup trop longs. On parle de plusieurs années avant de commencer les travaux. Donc, je sens ici, dans la région, comme je l'ai senti dans les 12 autres régions que j'ai visitées, un appui au projet de loi 61. Donc, on va revenir à la charge au mois de septembre et je m'attends à ce que les 3 partis d'opposition, Parti libéral, Parti québécois et Québec solidaire, appuient le projet de loi. On va le détailler projet par projet, donc peut-être qu'on réussir à éliminer certaines inquiétudes, mais c'est clair qu'on doit, par exemple, ici, accélérer l'agrandissement de l'hôpital Pierre-Legardeur, accélérer les travaux sur la 25, la 337 de La Plaine. Il faut absolument que ça avance plus rapidement. La 19, il me semble que depuis que je suis en politique qu'on en parle. Donc, il est temps qu'on arrête d'en parler puis qu'on agisse. Et c'est la volonté de la population, c'est la volonté des élus municipaux. Et je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas la volonté du Parti québécois, du Parti libéral et du Québec solidaire.
question plus locale maintenant. J'aimerais vous entendre au sujet du projet du manoir seigneurial à Mascouche. Ça fait plusieurs années qu'on en parle aussi. Évidemment, la ville de Mascouche tente d'avoir l'aide du gouvernement parce que c'est un gros projet, c'est un gros site et tout ça. Donc, est-ce que le gouvernement peut aider d'une certaine façon? Oui. Bien, c'est un projet d'une 50aine de millions de dollars. J'en ai effectivement discuté avec Guillaume Tremblay. La Ville est prête à faire une partie. Il y a une ouverture du côté du gouvernement fédéral, puis il y a une ouverture de notre côté. Donc, je pense que c'est un beau projet culturel. Vous savez, c'est une de nos 5 priorités, la culture. Et, bon, il ne semble pas, du côté de la salle, avoir d'objection du côté du théâtre de Terrebonne. Les activités seraient gérées par le théâtre Hector Charland, qui est dans mon comté, que je connais bien. Donc, je pense que c'est un beau projet. Puis Nathalie Roy, la ministre de la Culture, je vais m'assurer avec elle qu'il chemine le plus rapidement possible. Mais c'est quand même un nouveau projet, là. C'est pas là depuis aussi longtemps que l'autoroute 19 puis d'autres, là, mais c'est un beau projet. Prochaine question, Radio-Canada. OK. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé tantôt des nouveaux préposés qui vont arriver dans les CHSLD. Cependant, il a été question d'une enquête publique. Est-ce que votre gouvernement va finalement s'engager à tenir une enquête sur ce qui s'est passé pendant la pandémie dans les CHSLD en particulier? Oui. On est en train de regarder quel format l'enquête va prendre. Donc, on n'a pas encore terminé. Évidemment, est-ce qu'il y aura une deuxième vague dans les prochaines semaines? Est-ce qu'on doit attendre la fin de la deuxième vague avant d'enquêter, de faire l'enquête? Ce qui est arrivé, et puis j'ai eu l'occasion dans ma tournée d'en parler, et puis entre autres ici dans la Naudière, c'est ça s'est joué beaucoup dans les premières semaines au mois de mars, où des employés qui avaient la COVID-19, souvent sans symptômes, n'ont pas porté tout le matériel de protection, entre autres les masques, et ont infecté des milliers de résidents. Puis il y a eu des milliers, malheureusement, de décès. Je m'assurais justement ce matin que les étudiants préposés, est-ce qu'on vous a bien expliqué l'importance de porter le matériel de protection pour ne pas infecter les patients? Je pense qu'on a déjà eu une bonne partie de notre leçon au Québec, puis c'est arrivé à beaucoup d'autres endroits dans le monde. Puis évidemment aussi, on va avoir, ça n'arrive pas trop vite, là, 10 000 employés de plus dans les CHSLD, donc s'assurer aussi que les employés ne transfèrent pas des zones chaudes aux zones froides, donc que ça soit vraiment séparé. Donc déjà, on est beaucoup mieux préparé pour une deuxième vague, mais oui, il y aura une enquête détaillée. Parce qu'il y avait eu aussi le fait qu'on manquait d'équipement, mais donc, je veux revenir là-dessus, parce que j'ai entendu l'opposition, effectivement, dire au total, au Québec, on n'a jamais manqué d'équipement. J'ai suivi les équipements, que ce soit les masques, les gants, les blouses, à chaque jour. Au total, on n'a jamais manqué d'équipement. Par contre, il y a eu beaucoup de coupures dans le réseau au cours des dernières années. Puis il n'y a pas toujours dans chaque établissement, où il n'y avait pas toujours dans chaque établissement une personne responsable de s'assurer qu'on a un inventaire d'équipements suffisant pour les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, il peut être arrivé que dans certains établissements, il y a eu des manques d'équipements. Évidemment, on était serré aussi, donc je peux comprendre que la direction des établissements faisait attention pour utiliser l'équipement seulement au moment où c'était absolument nécessaire, mais il y avait aussi cette inconnu où c'est pas tout le monde, en tout cas, qui savait qu'une personne qui n'avait pas de symptômes pouvait être porteur de la COVID-19. Monsieur Legault, dans un autre ordre d'idée, l'Office de la langue française s'inquiète du français comme langue de travail, constate que de plus en plus d'entreprises, de municipalités, voire même d'arrondissements exigent l'anglais au même titre que le français. Est-ce que vous êtes aussi préoccupé par ces données? Là, on parle de 62 de municipalités, notamment dans l'île de Montréal, qui exigent français, anglais, voire que l'anglais dans certains cas. Oui, j'ai eu l'occasion d'échanger cet après-midi avec Simon-Jolin Barrette, qui est responsable du dossier de la langue. Oui, c'est très préoccupant, les données de l'OQLF. Quand on parle de 40 même 60 à Montréal,
où on exige la connaissance de l'anglais, ce n'est pas acceptable et c'est préoccupant. J'ai déjà annoncé qu'on va, on va proposer des mesures pour bonifier la loi 101. Simon Jolin Barrette y travaille, mais c'est très préoccupant ce qu'on a vu comme données aujourd'hui de l'OQLF. Merci. Prochaine question, TVA Nouvelles. Oui, bonjour, Charles-Olivier. La Caisse de dépôt va radier 228 millions de dollars d'actions achetées avant la pandémie, une radiation qui fait mal, de l'argent qui aurait pu servir ailleurs. On demande des explications, les oppositions demandent des explications. Avez-vous les réponses? Pourquoi on a fait ça? Est-ce que M. Lemont a des réponses à vous donner ou à donner aux oppositions là-dessus? Bon. Bien, on se rappelle que la Caisse de dépôt a acheté ses actions dans le Cirque du Soleil en 2 blocs. Il y avait un premier bloc quand M. Laliberté s'était départi de ses actions avec M. Gauthier. La Caisse avait acheté des actions. La compagnie s'est bien comportée pendant un certain temps. C'est vrai que l'entreprise allait moins bien, même avant la pandémie. C'est pour ça que le bloc d'actions qui était acheté de M. Laliberté était à un prix en conséquence juste avant la pandémie. Évidemment, la pandémie est venue donner un coût très important, donc avoir un impact très négatif sur la valeur du Cirque du Soleil, qui s'est retrouvé finalement à ne plus être capable de payer le milliard de dettes qu'il y a dans le Cirque du Soleil. C'est pour ça qu'on s'était associé avec la Caisse de dépôt et les propriétaires actuels pour faire une offre, pour effacer une bonne partie de la dette, puis d'investir un 200 millions, en fait 250 millions avec les propriétaires. Malheureusement, l'offre n'a pas été acceptée par les créanciers qui ont fait eux-mêmes une proposition. Que ce soit M. Pellado ou que ce soit d'autres acheteurs éventuels, le 200 millions qu'on était prêt à investir dans la Caisse de dépôt est toujours disponible à condition que les règles qu'on avait fixées, entre autres sur les emplois au Québec, le siège social au Québec, soient respectées par l'éventuel acheteur. Donc, si M. Pellado ou d'autres acheteurs sont intéressés, bien, on est intéressés nous autres aussi, mais il faut convaincre d'abord les créanciers d'accepter d'effacer une très bonne partie de leurs créances. Mais d'effacer d'un trait 228 millions de dollars, ça fait mal quand même, non? Oui, mais il y a 1 milliard de dettes. Il y avait de l'équité. Tous les actionnaires ont perdu leur équité. À un moment donné, la Caisse de dépôt fait des bons coups dans certains dossiers, fait des moins bons coups dans d'autres dossiers, prend ses décisions de façon indépendante du gouvernement. Une bonne partie des actions ont été achetées même avant que ce soit notre gouvernement, mais c'est la Caisse de dépôt qui a fait son analyse. Puis, bon, évidemment, la Caisse ne pouvait pas prévoir la pandémie qui est arrivée à partir du mois de mars. Merci. Prochaine question. Bonjour. Bonjour. Oui, Marianne Audet de la station de radio CFNJ. On le sait, la première vague a été très dure dans les CHSLD. Il y a eu énormément de morts. Donc, je me demandais, est-ce que vous prévoyez investir dans les soins à domicile pour éviter que les gens aient à aller dans des centres de soins longue durée? Bon. Oui, on a déjà commencé à investir plus de 280 millions dans les soins, les services à domicile. Mais il faut aussi investir dans les CHSLD. Je ne pense pas qu'au Québec, si on regarde juste les CHSLD, je n'inclus pas les RPA et les RI, mais juste les CHSLD, on a un nombre de résidents, compte tenu de notre population, qui est semblable avec ce qu'on a ailleurs dans le monde. Là où il y avait un problème, c'est qu'il nous manquait 10 000 employés dans les CHSLD. Heureusement, avec les personnes qui ont accepté de suivre la formation cet été, on va pouvoir combler ces postes-là et on va pouvoir aussi être mieux prêt, surtout pour l'utilisation des masques. Parce que malheureusement, il y a à peu près 5 000 personnes qui sont décédées dans les CHSLD, beaucoup qui ont été infectés par des employés qui ne portaient pas le matériel de protection comme les masques. Je pense qu'on a eu notre leçon. S'il y a une deuxième vague, je pense que, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés ce matin, là, me jurent qu'ils vont porter le masque puis vont s'assurer de tout faire pour ne pas infecter les résidents dans une deuxième vague. Pas de questions. C'est ce qui m'a fait un point de presse. Merci beaucoup. In English? In English. Sure. Sorry.
Thank you. Simon Nakanishi, CBC News. Many health specialists are saying that the second wave, as you're mentioning, isn't a question of if, but when. I'm wondering, what keeps you up at night preparing for this? What is your fear? Are we going to see another 5,600 deaths? No, I think that if we have a second wave, we'll be a lot better prepared. Because first, we'll have 10,000 people more working in our CHSLD. Second, and we already made sure that they will wear a mask when they meet with the patients. And that was a key. The 5,000 deaths that we had in the CHSLD were caused for most of them by what happened in the first few weeks when these people were infected by employees not wearing a mask. So I think we'll be more ready for that. I think also that people wearing masks in closed places will help for limiting the transmission. So I think we shouldn't see something as worse as what we saw in the last months of March, April, and May. At the same time, though, we saw hundreds of people in the streets of Montreal protesting against wearing masks. Yeah. What's your message to them? Is there a growing anti-mask? What's your message to these people? Well, there are still some people believing that Elvis is still alive, that the earth is not round. I can tell you that with 5,000 deaths, yes, the virus is very violent and it can kill you. So I'm asking them to believe me, please. It's true. You should wear a mask, keep your distances, 2 meters with the other people, and it's not a joke. Thank you. Ben oui, Anne-Louise. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, là? Complémentaire. Complémentaire. C'est parce que c'est Véronique Prince qui va m'en vouloir. OK, c'est pour Véronique, c'est correct. OK. Monsieur Legault, justement, on parle de cette deuxième vague, peut-être, le retour des enfants à l'école, l'importance de tracer, de suivre ce qui se passe, de tester, de dépister. L'application COVID Alerte, est-ce que vous avez l'intention, vous, comme gouvernement, de recommander, d'encourager les gens à s'y inscrire, oui ou non? Parce que là, l'enjeu, c'est de pouvoir tester, dépister et suivre le virus et les éclosions. Est-ce que vous allez les encourager? D'abord, je veux rassurer tout le monde. Là, je ne veux pas me manquer de respect à Anne-Louise parce qu'on s'est connus quand j'étais président d'Air Transat. Elle écrivait dans les petits journaux de voyage. C'est comme ça, regardez comme où elle est rendue aujourd'hui. Chez Québécois, monsieur Legault. Puis elle a été chez Québécois aussi. Là, on a fait des voyages ensemble, Québécois. C'était le temps. On va peut-être revenir avec Québécois dans les régions du Québec. On va peut-être la convaincre de lancer un nouveau Québécois 2. Mais sérieusement, ça va être une clé importante, les tests, pour la suite des choses. On a des étudiants qui retournent à l'école dans quelques semaines. Ça va être très important d'identifier les foyers d'éclosion très rapidement. Donc, il y a beaucoup de tests. Mais cette pour ce qui est de l'application, en anglais, on dit tracing. Oui, bien, en fait, je pense que ça s'appelle COVID Alerte. Oui, en tout cas, pour retracer les personnes qui ont contacté la personne qui a le virus, bien, il y a plusieurs façons de le faire. Les Québécois sont partagés sur cette application. Ils craignent un peu que des données personnelles soient utilisées à d'autres fins. Donc, on n'a pas pris de décision. On a fait un sondage. Là, quand même, une partie des Québécois qui seraient d'accord pour utiliser l'application. Bon, c'est une application qui a été mise en place par une compagnie de l'Ontario, Shopify. On a une entreprise au Québec qui s'appelle Mila, avec M. Bengio, qui travaille aussi sur une autre application. Mais il y a une réticence dans la population. On n'a pas encore pris la décision, mais ça ne nous empêche pas actuellement, un, de faire beaucoup de tests, deux, de faire le suivi auprès des personnes qui ont rencontré dans les dernières semaines les personnes qui sont infectées, donc qui
Christian Dubé, Dr Arruda travaillent très fort là-dessus. On a réussi, dans les dernières semaines, à augmenter de façon importante le nombre de tests. Et on veut aussi que les résultats soient plus rapides. Là. Quand j'entends des personnes qui disent que ça prend 5 jours avant d'avoir la réponse, c'est beaucoup trop long. Ça devrait être le lendemain ou surlendemain au plus tard pour qu'on soit capable, justement, quand on identifie une personne qui est testée positive, d'intervenir. Dans certains cas, ce n'est pas impossible qu'on ferme des établissements, mais très, très important qu'on agisse rapidement. Mais il faut quand même se réjouir. Depuis 2 jours, on a moins de 100 cas, 100 nouveaux cas. Donc, c'est quand même encourageant quand on considère là, le monde qui sont en vacances, qui se promènent, qui vont dans les magasins, dans les librairies. Donc, c'est quand même encourageant, les résultats. Merci. Ça vole. C'est ce qui met fin au point de presse. Merci beaucoup à tous. Pour le local, peut-être? Oui. Une petite dernière pour le local. Je ne sais pas s'il y a été... On n'a pas l'occasion de vous voir souvent. Là, je ne sais pas s'il y a des questions avec les maires aujourd'hui Ils sont là, vous pouvez leur demander. De la question du logement social. On a des taux d'inoccupation très, très préoccupants dans la région ici. Et je me demande, là, je sais qu'il y a des sommes qui ont été annoncées au dernier budget, mais quand est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose concrètement à ce niveau-là? Bien, écoutez, on a une négociation qui dure depuis quelques années avec le gouvernement fédéral pour des milliards de dollars. Donc, même sous le gouvernement libéral, ces négociations-là avaient cours. J'espère, au cours des prochaines semaines, régler ces négociations pour rendre cet argent disponible. Mais peu importe le résultat, André Laforêt puis la SHQ travaillent sur des projets de logements sociaux. Je sais ici, puis le maire Plante m'en a parlé, il y a un enjeu de coût. C'est que les coûts qui sont accordés pour le logement social sont plus élevés à Montréal et dans des endroits comme Terrebonne-Mascouche que dans certaines régions ou dans la moyenne du Québec. Donc, il faut que la SHQ ajuste les coûts pour chaque logement social. Merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée.